Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand connaît bien l'histoire de Paris, il nous en parle d'ailleurs régulièrement, mais aujourd'hui c'est un aspect très particulier de cette histoire qu'il a choisi de mettre en avant, les démolitions, les destructions, le vandalisme architectural. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous avons par le passé évoqué déjà le baron Haussmann et ses chantiers pharaoniques, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de dire quel massacre de vieux immeubles ces bouleversements avaient engendré. En vérité, les grands travaux d'Haussmann ne sont qu'un des chapitres de l'entreprise parisienne de démolition. À la Révolution, bien sûr, mais aussi plus près de nous, jusque dans les années 60 et 70, ce sont des quartiers entiers de la capitale qui ont été rasés et reconstruits. Et pour en témoigner, vous avez invité deux historiens du patrimoine. Oui, Alexandre Gady, que connaissent bien nos fidèles et qui viendra nous parler tout à l'heure du cas extraordinaire et très méconnu de la chancellerie d'Orléans. Et puis tout de suite, Pierre Pinon, membre notamment de la commission du Vieux Paris. Il a signé chez Parigramme le grand ouvrage richement illustré qui m'a donné l'envie et l'idée de faire cette émission. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Londres a brûlé en 1666. Lisbonne a péri dans un tremblement de terre en 1755. Copenhague a été haché menu par les Anglais en 1807. Madrid a pâti de la guerre civile en 1936. Londres a subi le Blitz en 1940 et 41. Berlin a croulé sous les bombes alliées en 1945. La ville de Paris, quant à elle, jusqu'ici, a été épargnée. Aucun incendie notable, aucun séisme évidemment, très peu de bombardements, même la grande crue de 1910, si elle a marqué les esprits, n'a guère laissé de traces dans ses pierres. Alors certes, 4 révolutions modernes ont tout de même laissé des souvenirs de leur passage, en 1792, 1830, 1848 et surtout 1871 avec l'incendie de la fin de la Commune, après d'ailleurs bien des émeutes et des soulèvements plus anciens, mais rien de vraiment catastrophique. Au fond, Paris est intact, en tout cas, il devrait l'être. Or, il suffit de s'y promener un moment pour le constater, même si la ville est harmonieuse et visiblement préservée, les vestiges anciens y sont très rares. Très peu de restes de son riche passé antique, une quasi-disparition, assez suspecte, des vieilles églises romanes et même gothiques, quasiment pas d'habitat médiéval. Quant aux édifices des XVIe et XVIIe siècles, c'est à peine sur 101 000 immeubles, on arrive à en compter 200 en tout et pour tout. Question, où donc est passé le vieux Paris ? Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, écrivait Baudelaire. C'est ce que l'on constate en feuilletant le grand livre que Pierre Pinon vient de faire paraître. Son titre, Paris détruit, du vandalisme architectural aux grandes opérations d'urbanisme. On y trouve des dizaines et des dizaines de photos, de dessins, de gravures d'immeubles rasés ou en passe de l'être, de murs étayés parfois, souvent éboulés, de façades écorchées, de tas de pierrailles, de ferrailles, de quartiers éventrés, de pignons en ruine, de poutres abandonnées dans des vestiges lépreux, de gravats, de décombres, de débris et d'éclats. Ce qui ressort de cet amalgame plâtreux, de ce grand tombeau photographique de la démolition parisienne, c'est que la capitale a moins souffert, en vérité, des intempéries et des guerres que des opérations de promotion immobilière, et cela pas seulement dans les temps furieux de la rénovation pompidolienne. Très tôt, pour tout vous dire, dès l'Ancien Régime, on a rasé des pâtés de maisons entiers pour ouvrir telle artère, pour former telle place, pour agrandir le Louvre ou bâtir Sainte-Geneviève, qui deviendra un jour le Panthéon. Très tôt, les urbanistes et les grands architectes, secondés activement par toutes sortes de promoteurs et de lotisseurs, ont eu à cœur de détruire du vieux pour bâtir du neuf. Et même si sous Louis XV encore plus de la moitié du patrimoine parisien appartenait à l'église, il faut savoir qu'aujourd'hui les biens d'église ne représentent plus que 0,3% de l'habitat parisien contre 53% en 1780, même si tout ça a donc beaucoup changé, la volonté royale de faire grand, beau, droit et clair s'est opposée à tous les entassements de vieilles bicoques, parfois en torchis, qui prenaient d'assaut le moindre espace et jusqu'aux ponts eux-mêmes. Quelles ont été les grandes étapes de cette destruction-reconstruction ?
Quel chef-d'œuvre a-t-elle rendu possible? Quels autres a-t-elle irrémédiablement sacrifiés? Est-ce qu'on n'aurait pas pu récemment encore sauver certains grands vestiges au lieu de les escamoter? Voilà le genre de questions que je me propose de poser en votre nom à Pierre Pinon. Bonjour Pierre Pinon. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors, tout de suite, rassurez-nous. Aujourd'hui, on ne détruit plus de chefs-d'œuvre à Paris. Non, plus de chefs-d'œuvre. On détruit tout de même... contrairement à ce qui se dit quelquefois, Paris n'est pas tout à fait une ville-musée, parce qu'il y a quand même un millier de permis de démolir qui passent quand même devant des commissions. On en détruit peut-être 500, mais bon, ce sont des choses relativement mineures. Mais il y a de longues discussions quelquefois. Quand vous dites relativement mineures, de temps en temps, on voit des comités de quartier se créer pour sauvegarder telle façade de l'époque. Parce que ce qui est en cause, c'est surtout l'habitat des faubourgs du 19e siècle, qui n'a pas été considéré traditionnellement comme du patrimoine, et qu'il devient aujourd'hui, alors qui offre matière à discussion et on passe nos commissions du Vieux Paris à discuter de ces immeubles de faubourg. Alors évidemment, on va revenir sur tout ce qui se passe depuis quelques années, mais surtout, nous allons reprendre l'histoire de ces démolitions en remontant tout de suite jusqu'à l'Ancien Régime. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de Pierre Pinon, qui est architecte et historien. Il enseigne à l'école d'architecture de Paris-Belleville et à l'école de Chaillot. Il est auteur, je rappelle, du livre « Paris détruit du vandalisme architectural aux grandes opérations d'urbanisme », disponible chez Parigramme. Regardez Julia, très bel ouvrage. En couverture, cette photo incroyable de la rue de Rivoli détruite après la semaine sanglante, à la fin de la Commune. On est à la rue de Rivoli, à l'embouchure, sur la place de l'Hôtel de Ville. Ça fait froid dans le dos. C'est impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant. Alors, avant d'en arriver à ces périodes de destruction massive, disons, Pierre Pinon, venons-en peut-être. Alors, on va pas revenir sur toute l'histoire de Paris, sur sa croissance progressive avec toutes ces enceintes successives, celle de Philippe Auguste, celle de Charles V, jusqu'au mur des fermiers généraux et au fortif de Louis-Philippe. Mais disons que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, à Paris, pour trouver des maisons médiévales, il faut bien chercher. Il y en a quelques-unes, rue François Miron, il y en a quelques-unes rue. Oui, il y en a 2 ou 3 à peu près. Elles ont toutes disparu assez tôt. Au milieu du 19e siècle, quand on démolit le quartier de la rue de Rivoli et des Halles, il y en a plus qu'une cinquantaine déjà de maisons médiévales. Donc elles ont toutes maisons à colombage, oui, etc. Les maisons médiévales ont disparu pour l'essentiel au XVIIe, au XVIIIe siècle. Ce qui veut dire que cette ville a toujours été extrêmement active dans son renouvellement architectural. C'est finalement le phénomène principal, c'est comme vous dites le renouvellement. On a jugé que certains bâtiments n'étaient pas assez à la mode, n'étaient pas assez confortables, n'étaient pas rentables du point de vue de l'occupation du sol. Donc perpétuellement, on a démoli les maisons et remplacé par des maisons neuves. C'est un phénomène qui a été continu depuis la fin du Moyen-Âge. Avant, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, depuis le XVIe siècle, on le constate très, très facilement. Ce qui est plus étonnant, c'est la quasi-disparition, enfin pas disparition, mais le très petit nombre d'églises médiévales. Ça, on aurait pu au moins préserver les églises. Des églises médiévales, alors il y a beaucoup d'églises médiévales qui sont parties essentiellement à la fin de la Révolution et sous l'Empire, puisqu'elles sont devenues bien nationaux en 90. Les monastères, les couvents, les congrégations donc ont été fermés et la plupart des couvents et leurs églises, qui étaient très belles quelquefois, les églises de monastères ont été rasées pour faire des lotissements tout simplement. Oui, alors on va voir que ces lotissements, ils naissent très tôt dans l'histoire de Paris. Tout à l'heure, nous serons en compagnie d'Alexandre Gady qui avait organisé il y a quelques mois maintenant cette très belle exposition sur les hôtels particuliers parisiens. Oui. On se rendait compte en visitant l'exposition de la quantité d'hôtels particuliers. Alors il en reste évidemment quand on va au Faubourg Saint-Germain, au Faubourg Saint-Honoré, il y a encore des hôtels particuliers, mais il n'en reste que très peu par rapport à ce qu'il a pu y avoir également. Oui. Alors François Ier est le premier à faire des destructions en grand. C'est incroyable. Il s'aperçoit qu'il a plusieurs hôtels particuliers dans Paris, que c'est pas très utile. Il a des dettes, donc il vend ses hôtels particuliers pour faire des lotissements aussi. Alors justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant très longtemps, une partie non négligeable du sol parisien appartenait à la couronne. Vous parliez donc tout l'enclos Saint-Paul, l'enclos des Tournelles, tout ça, et puis les abords du Louvre, tout ça c'était des terrains royaux. Et puis surtout, parce que les propriétés royales représentaient moins d'1/10 quand même de la surface,
presque la moitié de la surface de Paris, c'était des communautés religieuses, des monastères, etc. Avec toutes les plantations qu'elle est autour, etc. Parce que Paris avait encore un côté un peu campagnard. Ah oui, il y avait des terrains maraîchers, des marais, ce qu'on appelle des marais. Et dès Henri IV, mais même un peu plus tôt, dès Henri II, on se met à lotir tout ça. Oui, absolument. C'est surtout passé en grand dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Beaucoup de congrégations religieuses sont plus ou moins ruinées et elles commencent à vendre leurs terrains pour être lotis. Et les aristocrates font de même, hein. Des grands aristocrates, les Choiseul, les Condé vendent leurs hôtels particuliers pour faire des lotissements. L'emplacement de l'hôtel de Condé, c'est le quartier de l'Odéon aujourd'hui. Il faut dire que ces hôtels avaient souvent des grands jardins. Il y avait d'immenses jardins. C'est dans ces jardins qu'on construit des immeubles, en fait. Absolument. Et quelques-uns des immeubles les plus prisés aujourd'hui à Paris, qui sont des immeubles du XVIIIe siècle, mais ce qu'on appelait des immeubles de rapport, c'est-à-dire pas des hôtels particuliers, ces immeubles ont été lotis comme on ferait des lotissements d'aujourd'hui, avec le même système de promoteurs, etc. C'est ce qui était étonnant. Oui, il y a même eu des affiches de publicité qui ont été faites, de la promotion par les architectes, par des agents qui servaient d'agents immobiliers même pratiquement. C'est exactement le même système qu'aujourd'hui. Le lotissement date de l'Antiquité en fait. Hein. Oui, les insulés. C'est une procédure urbaine qui existe depuis les Grecs. Hein. Alors nous allons voir dans un instant qui étaient les vrais vandales de Paris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux démolitions parisiennes, tout ce qui depuis des siècles a été détruit dans Paris, Franck. Alors ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est que les guerres, les révolutions, etc. Ne sont venues que de façon très anecdotique, écorner le patrimoine parisien. L'essentiel de ce qui a été détruit, encore une fois, c'était des opérations programmées d'urbanisme, d'extension de places, de rues, de percements d'artères, etc. Il faut en avoir conscience de cela. C'est-à-dire que la ville est beaucoup moins meurtrie par son passé historique que par son évolution urbanistique, en quelque sorte. Oui, par une sorte d'indifférence qui préside à tout ça. Il n'y a pas de volonté de détruire, pas le moindre vandalisme, c'est simplement une nécessité et on est indifférent à ses effets. Alors, c'est ce qui explique peut-être aussi la vogue vers la fin du XVIIIe siècle de, comment pourrait-on dire, des vestiges. On commence à s'intéresser au passé et on commence à regretter les destructions. Ça, c'est assez intéressant. La notion de patrimoine naît tardivement, mais elle finit par venir tout de même. Oui, elle arrive dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, franchit un degré supplémentaire avec la Révolution, qui pose le problème finalement que ce patrimoine, il devient national, il devient propriété de l'État. Donc l'État ne peut pas s'en désintéresser. Et c'est comme ça que réagissent Vicq d'Azir ou l'abbé Grégoire et en viennent à proposer une protection patrimoniale. Alors quand même, il faut dire que sous la Révolution, il y a eu pas mal de destructions, notamment dans le patrimoine religieux par définition. Alors il y a eu deux choses distinctes. Il y a eu d'abord du vandalisme proprement dit, mais qui concerne essentiellement la statuaire, parce qu'on n'a pas détruit sauvagement des églises. Détruire une église, ça suppose une entreprise, poser des échafaudages. On pense aux rois de Judée décapités. Voilà, c'est ça, les rois de France, etc. Par contre, à la fin de la Révolution et sous le Premier Empire, on a détruit pratiquement toutes les églises des couvents, des monastères. On n'a laissé que les églises paroissiales, finalement. Ne sont restées à Paris presque toutes, et encore certaines même ont été détruites, comme Saint-André-des-Arts. Alors évidemment, il y a un très grand vestige de l'histoire médiévale qui va disparaître avec la Révolution, c'est la Bastille, qu'on démolit pierre à pierre. Alors la Bastille, ça, c'est un grand symbole politique, évidemment. Oui, c'est une histoire assez curieuse, mais apparemment qui était préparée avant. On parlait depuis quelques années de détruire la Bastille et apparemment le démolisseur de la Bastille s'était préparé avant le 14 juillet, était prêt finalement. C'est pour ça qu'il a opéré si vite la démolition de la Bastille. On pense maintenant qu'il y était préparé. Ouais. C'était une opération qui était prévisible parce que cette Bastille était incongrue. Et de toute façon, Louis XVI avait l'intention déjà de construire une place à cet emplacement. Oui. Donc finalement, la Révolution n'a fait que bousculer les projets initiaux. Oui, il y a de très nombreux projets, oui. Alors, bien sûr, on va remplacer un certain nombre des terrains libres des anciennes communautés religieuses par du lotissement, là encore, et bien plus qu'on ne l'avait fait au XVIIe et au XVIIIe siècle. Oui. Il y en a de très... Il suffit de regarder le nom de certaines rues, comme rue des Feuillantines, rue des Ursulines. Mais c'est ça. Ce sont des lotissements sur d'anciens couvents. Donc Paris, on peut dire, se resserre à ce moment-là. Le côté un peu campagnard qui pouvait rester, les espaces libres. Non, Paris se densifie et s'étend. Les
densifie. Voilà, se densifie. Mais quand je dis se resserre, je m'exprime mal. Je veux dire, on y étouffe davantage. Ah oui, se densifie, terriblement, terriblement. La plupart des jardins des couvents disparaissent, pas tous sur la rive gauche. Il en reste encore beaucoup, mais quand même, elle en perd beaucoup. Alors, c'est intéressant, les immeubles qui sont construits au moment du directoire et au début du consulat. Ce sont des immeubles qui préfigurent un peu ce que sera plus tard la grande entreprise du baron Haussmann. C'est-à-dire qu'on a quelque chose déjà de très hiérarchisé socialement, d'assez spectaculaire architecturalement. On a de la pierre de taille, tout simplement. Ouais. Alors, l'immeuble haussmannien est nouveau, mais il ne faut pas imaginer que c'est un immeuble qui naît comme ça spontanément. Voilà, c'est ça. L'immeuble de la monarchie de Juillet est très proche d'ailleurs. On va détruire peut-être prochainement à l'emplacement de la Samaritaine 4 immeubles qu'on appelle haussmanniens et en fait qui ont été dessinés en 1851, c'est-à-dire 2 ans avant l'arrivée d'Haussmann à Paris. Donc ils ne sont absolument pas haussmanniens. Oui, moi j'ai vécu dans un de ces immeubles, pour tout vous dire, dans la Nouvelle-Athènes, qui était un immeuble de 1845. Et cet immeuble avait tout, comme ça, si vous le regardiez au premier coup d'œil, il avait tout d'un immeuble haussmannien. En fait, il était bien plus ancien et d'ailleurs beaucoup plus pratique. C'est amusant parce que sous Haussmann, on s'est mis à faire ces espèces de grandes réceptions, etc. Tout était pour la galerie, pour l'après. Si vous voulez, avec l'immeuble haussmannien, on essaye d'imiter l'hôtel particulier. Voilà, c'est ça. Avec ses enfilades en façade. Exactement. On va plus loin dans l'embourgeoisement, dans la recherche de la bourgeoisie d'égaler l'aristocratie. Alors Louis-Philippe avait quand même tenté d'assainir Paris déjà. Louis XVIII avant lui, enfin il y a toutes sortes de tentatives. Élargissement des rues, éclairage public, extension des égouts, tout ça. Oui, on a ouvert beaucoup de rues, on a ouvert des égouts, et puis Rambuteau a ouvert la rue Rambuteau, la rue de Constantine, la Quand rue vous dites ouvert, ça veut dire, mais c'est ce qu'on voit dans votre livre, ça veut dire qu'on évente, évidemment. Hein. Alors ouvrir, ça veut dire effectivement, ça veut dire exproprier et démolir. Ah oui, c'est ça. Ça passe par l'expropriation et la démolition. Et ces démolitions créent des espèces de trous béants dans Paris, en attendant que soient reconstruits des immeubles, bien entendu, mais c'est toujours très spectaculaire. En 20 ans, on a percé presque 70 avenues et boulevards, donc Paris a été un chantier. D'ailleurs, les caricatures qui concernent Haussmann, la plupart concernent le bruit, la poussière, plus que les comptes ou les problèmes. Oui, plus que les percées proprement dites, parce qu'il s'avère que la plupart ont été percés, on le dira peut-être tout à l'heure, par des pétitions, grâce à des pétitions. Nuisance considérable, ces travaux d'Haussmann sont en vérité, nous allons voir dans un instant, les travaux de Napoléon III. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit cet après-midi sur Europe 1 qui revient sur les grands travaux d'Haussmann. Oui, bien avant Pierre Pinon, Yvan Christ, journaliste, homme de télévision et historien de l'architecture, a œuvré en faveur de la mémoire du vieux Paris et fait prendre conscience à toute une génération de l'ampleur des transformations de Paris sous le Second Empire. Faites-moi penser tout à l'heure, Julia, si j'oubliais, à dire un mot d'Albert Laprade également, qui a joué un rôle très important. Donc, Yvan Christ a montré que tous ces travaux du baron Haussmann, s'ils ont doté Paris d'artères spacieuses, de verdure, de beaux immeubles, n'en ont pas moins détruit sans retour un très grand nombre de vestiges inestimables. Alors, j'aimerais reprendre ici le survol qu'il proposait il y a exactement 40 ans de cette entreprise de destruction-reconstruction. Haussmann, demandait-il, ne fut-il que le fidèle exécutant de Napoléon III ? On peut répondre à une telle question par l'affirmative, qu'il convient toutefois de nuancer. Le fait est là, lorsque moins d'une semaine après sa nomination, le nouveau préfet fut reçu au château de Saint-Cloud par l'empereur, celui-ci, sur une carte de Paris, avait déjà tracé, dit Haussmann, les différentes voies nouvelles qu'il proposait de faire exécuter. Voilà qui mérite d'être expressément souligné. Le Paris d'Haussmann, comme on l'appelle, ne l'oublions pas, est d'abord le Paris de Napoléon III. Alors, par quoi commence-t-on ? Haussmann rend possible tout cela grâce à des opérations immobilières. Il faut trouver les financements, bien entendu. Il faut organiser, bien entendu, ces chantiers gigantesques. On commence par la place du Carrousel, entre le Louvre et les Tuileries. Il y avait là un ancien quartier d'origine médiévale, absolument inextricable, extrêmement touffu. Tout ça est rayé de la carte, arasé, pour constituer le nouveau Louvre. C'est pas encore tout à fait celui que nous connaissons, mais ça commence à s'en rapprocher singulièrement. Et puis, il s'agit d'achever vers l'est la rue de Rivoli, qui a été commencée, vous savez, du temps de Napoléon Ier. Il faut la relier, cette rue, il faut la relier, donc relier toute cette rue à l'ancien faubourg Saint-Antoine, hein, donc on fait une espèce d'immense percée.
C'est également là qu'on va créer les grandes artères, les nouvelles artères, parallèlement à la rue Saint-Jacques sur la rive gauche, aux rues Saint-Martin et Saint-Denis sur la rive droite. On va créer de toutes pièces le boulevard Saint-Michel, du Palais et de Sébastopol en direction du boulevard de Strasbourg et de la gare de l'Est. On va voir que toutes ces grandes artères sont en train de prendre naissance, avec bien entendu toutes les destructions que cela suppose. L'éventrement du vieux Paris, du quartier des émeutes et des barricades par une large voie centrale perçant de part en part ce dédale impraticable fut une bénédiction. Voilà ce que disait Haussmann lui-même. Il y a donc là évidemment une volonté d'urbanisme, mais aussi une volonté politique et sociale. Il s'agit d'assainir en quelque sorte et de contrôler la ville. Là où, bien sûr, les travaux d'Haussmann vont faire le plus grincer des dents, c'est lorsqu'il s'attaque à l'île de la Cité, qui va être défigurée à jamais. On reconstruit l'Hôtel-Dieu, notamment. On ravage l'île mère de Paris. Et l'on va, bien entendu, faire disparaître à ce moment-là quelques-uns des témoignages médiévaux les plus importants et les plus intéressants. Il y a énormément de vestiges, là, les anciens collèges qui disparaissent, notamment sur la rive gauche, parce que jusqu'ici, on avait clairement distingué à Paris tout ce qui relevait de ce qu'on appelait la ville sur la rive droite et tout ce qui relevait de l'université sur la rive gauche. À partir d'Haussmann, évidemment, tout ça va se fondre en quelque sorte. On ne fait plus tellement cette distinction nord-sud entre ville et université, et on va lui préférer de facto une distinction est-ouest entre les beaux quartiers et les moins beaux. On cite souvent à cet égard François Miron, vous savez, qui était prévôt des marchands, c'est-à-dire, si vous voulez, le maire de Paris à l'époque d'Henri IV, et qui disait « Il faut que les dodus ne soient pas d'un côté et les menus de l'autre ». Eh bien, objectivement, c'est peu à peu, avec les travaux d'Haussmann, et bien au-delà, avec tout ce qui se passera sous la Troisième République, c'est peu à peu ce qui va se passer. Une distinction entre les beaux quartiers de l'Ouest et les quartiers plus populaires de l'Est. Alors, dans l'Ouest parisien, on va créer toutes ces voies rectilignes de la plaine Monceau, les avenues Hoche, le Friedland, les boulevards Haussmann, boulevard Malesherbes, etc. Le raménagement, on peut dire, de la place de l'Étoile, d'où rayonnent les 12 avenues qu'on connaît aujourd'hui, bien entendu, va parachever ce très gros travail. On crée également une avenue Napoléon qui est destinée à relier les abords du Palais Royal au Grand Boulevard. Elle est réalisée entre 1864 et 1876, c'est-à-dire qu'elle sera achevée bien après la chute du Second Empire, et elle porte maintenant, évidemment, le nom d'avenue de l'Opéra, bien entendu. Alors les halles elles sont modifiées, elles sont totalement modernisées sous Napoléon III, mais elles restent à leur vieil emplacement, à leur emplacement historique, celui qui avait été voulu dès le XIIe siècle par le roi Louis VI. En revanche, on va créer un peu partout, et à chaque fois qu'on le peut, des espaces verts. Alors, vous connaissez bien entendu les travaux magnifiques d'Alphand au bois de Boulogne et au bois de Vincennes, mais il ne faut pas oublier que sur les anciennes carrières, des anciennes carrières de plâtre, on crée également le parc des Buttes-Chaumont, et puis que plus tard, la Troisième République, sur le même type de modèle, va construire le parc Montsouris. On n'en finirait pas d'évoquer évidemment tous les travaux incroyables d'Haussmann. N'oublions pas non plus d'ailleurs l'annexion à la ville en 1860 de 11 communes, de tous les petits villages qui étaient autour et qui vont constituer donc le nouveau Paris en quelque sorte. D'une façon plus générale, ce qu'il faut se demander, c'est si ces travaux d'Haussmann qui ont donné à Paris la physionomie que nous lui connaissons, et d'ailleurs je recommande à nos auditeurs de se promener en voiture décapotable, ou si possible, vous savez maintenant on a les toits ouvrants, et de regarder depuis les chaussées, de regarder les magnifiques façades, parce que toutes ces avenues ont été créées pour ça, elles ont été créées pour être vues de Landau, je ferme cette parenthèse. Ce qu'il faut se demander, c'est si tous ces grands travaux d'Haussmann auraient pu être plus respectueux, et si l'on a délibérément ou par ignorance de façon irrémédiable, détruit des chefs-d'œuvre à cette époque. Nous allons poser la question dans un instant à Pierre Pinon.
Un extrait de la symphonie fantastique composée par Hector Berlioz. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1, et d'ailleurs le débat continue pendant la publicité, au Paris détruit, au Paris effectivement démoli, Franck. Bonjour Alexandre Gadi. Bonjour. Alors vous me disiez à l'instant que la citation que j'ai faite de François Miron, donc de ce prévôt des marchands, en fait est une citation apocryphe, elle a été inventée, c'est ça ? Oui, parce que la censure sous le Second Empire est terrible pour les journaux, avec des condamnations financières, et il y a deux merveilleux urbanistes, mais le mot n'est pas tout à fait exact, qui s'appellent les frères Lazare, qui ont une passion pour Paris, et qui ne sont pas totalement d'accord avec Haussmann, qui trouve qu'Haussmann est une brute. Eux, c'est des anciens de l'équipe de Rambuteau, hein, donc Et puis ce sont des amoureux de Paris, alors qu'Haussmann ne connaissait pas Paris avant. C'est un homme assez froid. Et alors, ils ont imaginé, pour le critiquer de front, de contourner la censure en faisant citer, en inventant des citations de quantité de personnages historiques. Alors c'est assez drôle parce qu'ils font parler Louis XIV, Louis XVI, et puis le prévôt des marchands François Miron, parce que c'est la figure d'Henri IV évidemment qui est populaire. Alors les pauvres, ils sont démasqués par un membre de l'Académie qui dit mais j'ai jamais vu ces lettres, ça m'intéresse, j'ai écrit un livre sur Henri IV. Ils sont évidemment condamnés, et le journal Haussmann, forme d'opposition, c'est vraiment un administrateur dans le grand genre, va faire condamner la revue municipale, et elle va couler financièrement en ruinant ses propriétaires. Voilà, donc j'ai bien fait de citer indûment mais oui, cette c'est de phrase l'histoire. Sur les menus et sur les dodus qu'on cite toujours. Ça fait partie effectivement des ponts aux ânes de l'histoire parisienne. Alors on peut dire que cette défiguration de Paris est en même temps l'accomplissement de toutes les utopies du XVIIe et du XVIIIe siècle, Pierre Pinon. Oui, effectivement, comme je disais, Voltaire en 1745 écrit un petit livret, Les embellissements de Paris, et regrette d'abord que Paris n'ait pas brûlé comme Londres, ce qui était une chance finalement pour moderniser, et appelle de ses voeux le percement de très nombreuses voiries, et bien des théoriciens du XVIIIe font la même chose. Alexandre nous disait à l'instant que il y avait un côté monstre froid chez le baron Haussmann. Il y avait surtout un côté très peu parisien. Ouais. Il n'avait jamais vécu à Paris, et l'empereur non plus d'ailleurs, qui avait passé 40 années de sa vie en exil. Donc évidemment, qui ne connaissait pas Paris. Donc c'est assez amusant, c'est assez éclairant de voir que les deux grands ordonnateurs des travaux colossaux de cette époque sont deux personnes qui n'étaient pas parisiennes. Oui, mais il faut quand même savoir, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, que l'idée de Napoléon III de faire un plan d'ensemble dépercé pour Paris n'est pas de lui. Ça vient d'un ensemble de notables qui, autour des années 1840, publient des petits livres en réclamant des percées nouvelles dans Paris. Donc ces gens que j'appelle les théoriciens de 1840 préparent, et ce sont vraiment des Parisiens. Alors eux, oui. Le programme haussmannien, même si Haussmann ne l'a pas fait entièrement, même si Napoléon III arrive très tard, c'est quand même un projet parisien. Quand vous dites qui n'est pas tellement applicable à d'autres villes. Et quand vous dites qu'Haussmann ne l'a pas terminé, loin de là, puisque les dernières percées des artères voulues par Haussmann ont lieu après la Première Guerre mondiale. Oui, absolument. Il l'a pas commencé non plus, vu que la rue des Écoles et le boulevard de Strasbourg ont été percés avant son arrivée. Oui. Donc on pourrait penser que tout ça aurait eu lieu quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, probablement. Peut-être pas sur la même échelle. Disons. Aurait eu lieu un peu plus tard, et peut-être pas mieux finalement. Peut-être pas mieux. Parce que finalement, il n'y a pas eu de destruction d'édifices importants. Il y a eu beaucoup de destructions, par exemple les collèges sur la rive gauche, les hôtels particuliers de la fin du XVIIIe sur la rive droite, mais ce n'était pas considéré comme du patrimoine à l'époque. Mais l'île de la Cité alors ? Et l'île de... Mais non, parce que ces maisons ordinaires du Moyen-Âge n'étaient pas considérées comme du patrimoine, n'étaient pas considérées. Les protestations des archéologues ne sont pas aussi fortes qu'on croit, elles sont, Guillermy, ainsi de suite, sont assez faibles finalement. Les archéologues n'ont pas assez protesté. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que très peu de temps après, donc le Second Empire chute en septembre 1870, insurrection parisienne, ce qu'on va appeler la Commune au tout début du printemps 1871, et à la fin de cette Commune, la Semaine sanglante et l'invasion donc de Paris par les troupes de Versailles, et comment pourrait-on dire, par vengeance ou par volonté de faire volonté de faire une table rase pour faire oublier l'arrivée des Versaillais. On se met à brûler les communards, les gens de la Commune de Paris se mettent à brûler pas tout, mais beaucoup de grands monuments. Il y a eu quand même les édifices les plus symboliques de Paris. Les Tuileries, l'Hôtel de Ville, le Palais de Justice, le Palais de la Légion d'honneur, la Cour des comptes, tout y passe. Et Notre-Dame n'en a réchappé que parce que les élèves infirmiers de l'Hôtel-Dieu sont venus éteindre l'incendie. De même que le Panthéon a été sauvé par le maire du Bief, le maire du 12e, du 12e devenu 5e arrondissement, qui a fait éteindre les mèches.
Alors ça sera la dernière grande destruction de vandalisme, on peut dire insurrectionnel ou historique. Ensuite, il va y avoir un autre vandalisme. Il faut quand même en dire un mot, Pierre Pinon, parce que vous montrez énormément de photos dans votre livre de ce vandalisme-là. C'est celui des architectes du XXe siècle et notamment d'après la Seconde Guerre mondiale. Là, on y va fort. Tiens, je parlais d'Albert Laprade. Merci Julia de me rappeler. Je l'avais bien appelé. Mais on s'est mis à ce moment-là à détruire vraiment d'une façon considérable jusque dans les années 70. C'est à l'échelle la plus grande là cette fois. C'est ça. Hein. C'est des moitiés d'arrondissement presque, la moitié du 13e arrondissement, le tiers du 12e, des destructions absolument énormes. Alors c'est pareil. Peu de gens considéraient que ces immeubles de faubourg, ces petits pavillons de faubourg étaient du patrimoine. Ouais. C'est pour ça que ça a été possible quand même. Oui, c'était considéré comme de l'habitat ordinaire, donc ça pouvait être détruit pour construire des tours. Les protestations étaient très faibles. Le grand lotisseur, c'est le président Pompidou ? Oh oui, c'est un sommet l'époque de Pompidou. Et l'époque de Giscard d'Estaing est bénie de ce point de vue-là, du point de vue du patrimoine. C'est-à-dire qu'on a arrêté, on a arrêté les frais en quelque sorte. Et on a vu d'ailleurs la commission du Vieux Paris dont vous êtes membre prendre beaucoup plus d'importance d'un seul coup dans les années 77, 78. Oui, absolument, oui. Il était grand temps, vous me direz, parce qu'on avait quand même commis un peu l'irréparable, Alexandre Gadi. Les 30 Glorieuses, il y a une efficacité économique, matérielle, mécanique, technique, une croyance dans le progrès, c'est à l'infini. Nous, évidemment, on a vu la fin du film, l'effondrement de l'économie occidentale, la fin de l'occidentalocentrisme, la fin de la certitude que les lendemains vont chanter, donc tout ça, ça a cassé la machine. Mais souvenons-nous que quand, dans les années 50-60, Rotival est chargé de faire des percées dans Paris, ils imaginent tout simplement que la moitié de la surface de Paris va disparaître au profit de routes et d'autoroutes. C'est vraiment une autre époque, hein. On est sorti de ça. Il suffit de penser à Notre-Dame-des-Landes pour comprendre qu'on est sorti complètement de ça. Cette croyance mécanique dans le progrès. On n'y entrera pas une nouvelle fois plus tard, ça c'est une autre question, mais on ne fait pas de prospective à ce micro. Dans un instant, avec vous Alexandre Gadi, on va parler de ce cas tout à fait fascinant de la chancellerie d'Orléans. Mystère. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Extrait de la symphonie fantastique de Berlioz sur Europe 1. La fougue de Berlioz, qui ne peut qu'évoquer celle du baron Haussmann, évidemment. Alors, cette chancellerie d'Orléans, lorsque j'ai découvert son existence, moi c'était au début des années 1990, j'ai trouvé ça absolument incroyable. De quoi s'agit-il, Alexandre Gadi, au départ? On peut dire que c'est un petit hôtel particulier? Oui, on est au bord presque d'une typologie un peu rare, qui est une sorte de petite maison qui est faite par le régent dans le pourpris du Palais Royal pour loger une de ses maîtresses. Bon, là, jusque-là, on est dans un terrain, si j'ose dire, assez connu. Oui. La façade sur le jardin donne directement sur le jardin du Palais Royal. Donc, il y a vraiment une communication entre les deux. C'est discret. C'est une jolie maison qui est faite par Beaufranc, un architecte renommé. Grand plafond peint par le peintre Antoine Coipel dans le salon de Madame. Donc, tout ça a beaucoup d'allure. Et ensuite, le bâtiment est récupéré par les Orléans qui vont en faire la chancellerie des voyers d'Argenson, qui sont leurs chanceliers traditionnellement de père en fils. Et donc, c'est ce nom de chancellerie d'Orléans qui est resté, si vous voulez, dans l'histoire parisienne. Alors, le problème de cet hôtel, c'est qu'il perd quand même son agrément principal lorsqu'on va tracer la rue de Valois et qu'on va lotir donc ces fameux immeubles Louis XVI si beaux qui entourent le jardin. Il se retrouve devant un immeuble alors que dans le temps, le jardin... C'est d'aveugle, quoi. Oui, voilà. Ça. En revanche, à la fin du règne de Louis XV, il est l'objet d'une espèce de, si on ose dire, de lifting. Oui. Les meilleurs architectes, les meilleurs peintres, les meilleurs décorateurs, sculpteurs, Pajou, Gouttière pour les cheminées avec les bronzes, Calais, Durameau, on parle à un moment de Fragonard, finalement il ne vient pas. Mais il y a des grands peintres qui vont redécorer l'ensemble des appartements. Et donc c'est une des plus jolies maisons parisiennes qui arrive et qui traverse sans encombre la Révolution. C'est ça, la Révolution n'y touche pas en fait. Hein. Il est surélevé, comme on fait souvent au XIXe siècle. Là, on rajoute une attique en fait. Hein. Sur quasiment de maison à rez-de-chaussée, donc c'était inéluctable, elle est surélevée. Et puis elle est le siège d'un grand journal qui au XIXe siècle s'en accommode assez bien, c'est des bureaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la propriétaire, la femme qui possède cet hôtel au début du XXe siècle, trouve cette maison tellement magnifique qu'elle se dit maintenant il y a une nouvelle loi sur les monuments historiques, qui est la bienfaisante loi du 31 décembre 1913, qu'on va bientôt fêter l'année prochaine. Et elle dit moi je veux que ma maison soit classée. Elle y va d'enthousiasme.
fantasme. Alors vous savez, c'est la première loi qui a permis de protéger des édifices privés. Avant, on ne protégeait que des édifices publics. Et alors, elle se trouve être sur la première liste quasiment, sauf que la pauvre, elle pouvait pas savoir, elle meurt, que 10 ans à peine après la protection, les bulldozers, si j'ose dire pour l'époque, sont là et la maison est entièrement détruite. Voilà, c'est-à-dire qu'elle fait classer le monument en 1914. Ouais. Et c'est quoi? C'est 1921 24. C'est 24 la destruction. Et tout est le crime est construit en 25. Pourquoi est-ce qu'on détruit cet hôtel? Alors ça fait d'une certaine manière un peu écho à ce qu'on a dit jusqu'à présent ici et de ce que Pierre a raconté. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a d'autres Haussmann qu'Haussmann. Et il y a notamment un urbaniste et architecte assez génial qui s'appelle Eugène Hénard. Et Hénard, lui, comme beaucoup de gens après Haussmann, considère que finalement, Haussmann parfois n'a pas été assez loin. Nous, on était en train de débattre sur le fait qu'il avait été trop loin. Et il dit, par exemple, il y a une thrombose, rue de Rivoli, rue Saint-Honoré, ça marche pas. Il faut une 3e parallèle à la Seine. Et cette parallèle, il l'imagine entre la Bourse de Commerce et l'Opéra. Et donc, vous tirez un trait entre la Bourse de Commerce et la ville de l'Opéra. Et qu'est-ce que vous faites? Vous passez en plein milieu du jardin du Palais Royal, en toute simplicité. Donc, il imagine un système de guichets, comme au Carrousel du Louvre. On passerait sous des guichets, on traverserait le jardin qui serait séparé en 2 parties. Les colonnes de Buren, si j'ose dire, à gauche, et puis le jardin à droite. Donc, quelque chose assez monstrueux. Et le silence orné d'oiseaux dont parlait Cocteau, tout ça c'est fini. Voilà, bon. Et on ressort sur l'avenue de l'Opéra. Et puis sur le chemin, malheureusement, il y a la Chancellerie. C'est exactement le tracé aujourd'hui d'une rue qui a été en fait inaboutie et inachevée, qui s'appelle la rue du colonel Drian. Un colonel mort à la guerre de 14. Oui, passionnant personnage, d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Oui. Et la rue, aujourd'hui, si vous voulez, elle vient buter sur le ministère de la Culture, rue de Valois. Et quand vous êtes sur l'ancien petit garage d'une marque nationale, que je ne citerai pas pour pas faire de publicité indûment, eh bien, vous êtes exactement sur l'emplacement de la Chancellerie. Et on peut dire que cette rue, aujourd'hui, ne sert rigoureusement à rien. C'est vraiment une rue idiote. Alors donc on a détruit, mais ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de démolir comme ça au bulldozer et de tout, comme c'était très beau, comme c'était une sorte de petit joyau du XVIIIe siècle, on a décidé de démonter l'hôtel, pierre par pierre, trumeau par trumeau, morceau de glace par morceau de glace. C'est incroyable, et on a mis tout ça dans des caisses. Voilà, là, on peut dire qu'il y a une mauvaise conscience qui est à l'action. Voilà, il y a un ourvari fantastique des archéologues. La commission du Vieux-Paris s'émeut, s'indigne. À quoi bon classer si c'est pour raser immédiatement, n'est-ce pas? Et donc la ville de Paris est un peu morveuse. Donc le préfet de la Seine trouve une solution assez habile. Il est l'expropriateur. Donc la ville se rend propriétaire du terrain, des pierres et des décors. Et il essaye de refiler le bébé à son voisin. Le voisin, c'est la Banque de France qui est en train, elle, de s'agrandir et qui va profiter de la nouvelle rue. Alors il dit au gouverneur, écoutez, voilà le deal, je vous donne les pierres, je vous donne les décors, vous remontez tout ça dans votre nouveau bâtiment, et moi je veux plus en entendre parler. Ce faisant, naturellement, la Banque de France commence par honorer sa parole et elle charge un architecte excellent qui est alors l'architecte de la banque, qui s'appelle Alphonse Defras, et on a ses dessins qui remontaient comme une sorte de casino dans un petit jardin, sauf qu'en 29... Casino pas au sens du jeu. Non, casino au sens italien du terme. Une petite maison. Crac de 29, on a d'autres chats à fouetter à la Banque de France, occupation allemande, et après la guerre, on se souvient que quand on fait les recollements d'inventaire, on possède effectivement une espèce de bâtiment en pièces démontées. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait plus trop qui est à qui. Est-ce que c'est la ville? La ville dit, nous, ça ne nous concerne pas. La banque dit, nous, ça nous encombre. Alors, on va finir par jeter les pierres. Donc, plus de façade, plus de passages cochés, plus de colonnes. Tout ça est détruit. En revanche, on stocke, il faut dire religieusement, grâce à une série. C'est comme le mystère de la pyramide. Il y a toujours quelqu'un qui surgit à chaque génération pour dire, souvenez-vous de la Chancellerie d'Orléans. Et donc, il y a des inspecteurs des monuments historiques formidables comme Jacques Dupont qui disent à chaque fois, mais attendez, on a les plus beaux décors français là dans des caisses à Asnières, dans un grand hangar. Ça se trouve à Asnières. Les caisses sont numérotées. Absolument. Elles ont été ouvertes pour la première fois il y a quelques années quand il y a eu l'expo Pajou et que le Louvre a demandé des très belles pièces qui sont d'ailleurs pour certaines restées au Louvre en attendant mieux. Et puis, il y a une initiative privée avec des capitaux américains qui se bat. C'est le World Monument Fund qui se bat depuis maintenant presque 15 ans pour que quelqu'un en France s'intéresse à ce problème. C'est-à-dire c'est Bertrand Vigneault qui a relancé cette histoire. Voilà. Et ils ont obtenu en 2012, ce qui avait paru à un moment, en 2010, pardon, un miracle, c'est-à-dire une signature, une convention avec la Banque de France d'un côté et le ministère de la Culture de l'autre. Et puis, on en est resté là, malheureusement. Et d'une certaine manière, on a l'impression que ça va encore s'enliser, alors qu'on y croyait vraiment cette fois-ci. On pensait que c'était fait. On y croyait que ça allait être remonté dans le marais. Et voilà, le feuilleton n'est pas, peut-être, hélas, totalement terminé. Vous reviendrez pour nous parler du prochain épisode. Merci beaucoup, Alexandre Gady. Merci à Pierre Pinon. Paris détruit, c'est chez Parigramme. C'est un très bel album bourré de photos assez spectaculaires. Et puis, je vous rappelle l'apparition chez Studio Canal du DVD Paris, la ville a remonté le temps. Également,
également en kiosque depuis quelques jours maintenant un hors-série du magazine Pèlerin sur Notre-Dame de Paris, un hors-série magnifique, et nous ferons à l'occasion de la sortie de ce hors-série et du 850e anniversaire de Notre-Dame une émission spéciale. Ce sera vendredi 7 décembre.